Bonjour, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Stéphane Gors, délégué rayonnement de la Société des ingénieurs arts et métiers, le réseau des GADSAR, qui existe depuis plus de 170 ans et qui publie son premier observatoire des industries responsables. Le débat de ce Smart Impact portera sur la méthanisation agricole, quels objectifs écologiques, quels compléments de revenus, quelle réaction des riverains. On répondra à toutes ces questions tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, la bonne idée du jour, elle est signée Môme, des bois, des jeux pour faire découvrir la nature aux enfants et leur donner le goût de la protéger. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Stéphane Gors. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes le président de la Société des ingénieurs des arts et métiers. Vous publiez le premier observatoire arts et métiers des industries responsables et on va le découvrir ensemble. Un mot d'abord des GADSAR, ces anciens des arts et métiers. C'est combien d'ingénieurs aujourd'hui? Ça représente quoi? Aujourd'hui, donc, les ingénieurs des arts et métiers représentent une communauté d'à peu près 62 000 ingénieurs qui sont répartis sur tout le territoire national et puis à l'étranger, bien entendu, et qui interviennent dans à peu près tous les secteurs, et en particulier dans l'industrie, puisque historiquement, les arts et métiers sont un peu la grande école de l'industrie. Et aujourd'hui, une caractéristique de notre communauté, c'est qu'elle a décidé de se définir comme leader des industries responsables. Donc leader, on voit bien ce que ça veut dire, des industries, donc avec une pondération, donc une présence forte dans le domaine industriel, et responsable pour bien indiquer que nous sommes impliqués dans la transformation indispensable de l'ensemble des industries. Ouais. Est-ce que vous êtes forcément technosolutionniste? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un vrai débat sur la façon dont on doit mener cette transformation. Il faut de la sobriété, tout le monde en est convaincu. Il y a ceux qui disent de toute façon la technique, l'intelligence humaine nous sauvera. Écoutez, oui, l'intelligence humaine nous sauvera. Peut-être est-ce qu'il n'y a pas que des solutions technologiques pour transformer la société. L'humain a une part tout à fait considérable. Nous considérons, nous, côté ingénieurs, que aujourd'hui, la transformation va se faire aussi parce qu'on trouvera des solutions originales, parce qu'il y aura de l'innovation, et c'est bien l'innovation qui va concourir à transformer et à faire en sorte qu'on arrive progressivement dans un monde plus durable. Vous publiez donc ce premier observatoire arts et métiers des industries responsables, travail qui a été réalisé avec l'IFOP. Déjà, c'était quoi l'objectif de cet observatoire? Alors, la Société des ingénieurs des arts et métiers s'est posé la question, en fait, une fois qu'elle a défini, s'est posée comme leader des industries responsables, s'est dit, au fond, quelle est notre ambition? Et on a défini 3 ambitions. La première, c'est concourir à transformer les industries. La deuxième, c'est participer à la réconciliation des Français avec l'industrie. Et puis la troisième, c'est attirer les talents. Mais on avait besoin, si je puis dire, d'une base de départ, de dire au fond de quoi on part. On sait qu'aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB français est passée d'à peu près 20-25%. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus qu'à 10%. Et donc, on voulait savoir un petit peu quels étaient les freins, quels étaient les problèmes que posait donc l'industrie pour les Français et pour les ingénieurs. Ouais. D'ailleurs, ce constat de désindustrialisation, il est clairement lié à la question de la pollution qu'on accepte ou pas, parce qu'on a exporté nos pollutions. C'est aussi ça l'histoire de la désindustrialisation. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, le sujet de la réindustrialisation, c'est un sujet qui consiste à dire on ne va pas refaire des industries comme on avait auparavant. Les industries seront différentes. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'industrialisation, on part de réindustrialisation, mais la nouvelle industrialisation soit différente. Et moins polluante. Et moins polluante, naturellement. Par définition. Quelques chiffres de cet observatoire des industries responsables. 72% des Français sont convaincus que l'industrie contribue à la détérioration de l'environnement. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un aspect du problème, si j'ose dire, mais 89% des Français, 94% des ingénieurs estiment que l'industrie a un rôle clé à jouer dans la transition environnementale. Donc on est
l'industrie c'est le problème, mais c'est aussi la solution. C'est le paradoxe. Oui. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, les Français et puis les ingénieurs également disaient effectivement, les progrès qui ont été réalisés ont engendré un certain nombre de conséquences sur l'environnement. Et bon, voilà, on acte bien de cela. En revanche, aujourd'hui, la transformation et l'évolution de l'industrie se fera aussi grâce à cette population qui, par sa formation scientifique, technologique, humaine aussi, devra transformer et finalement est en charge de trouver, est responsable de trouver les solutions. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est déjà en place, puisque l'État a identifié les sites industriels les plus polluants en se disant, il y a là finalement le levier de transformation, le premier levier peut-être le plus efficace. C'est un des sujets, effectivement, c'est de faire en sorte de cibler, et c'est le défi que nous avons tous, c'est de faire en sorte, effectivement, d'identifier les technologies qui sont les plus polluantes, qui sont les plus gourmandes en énergie, etc., de façon à trouver les moyens de les contourner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs, dans leur formation, apprennent au cours de leur cursus l'ensemble du cycle de vie des produits, c'est-à-dire qu'ils apprennent à concevoir des produits qui sont peu énergivores, qui sont avec des bons matériaux, etc. Et au-delà de la conception du produit lui-même, ils couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit jusqu'aux déchets finaux, etc. Oui, jusqu'à sa recyclabilité ou sa réutilisation comme coproduit, etc. etc. Et il faut bien comprendre que ça, c'est une transformation à bas bruit, mais qui concerne l'ensemble des formations scientifiques et techniques à vocation industrielle. Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que les formations ont changé. Bien sûr que les formations ont changé. Et c'est assez ancien, ça déjà, c'est arrivé progressivement. À la fois le corps enseignant, mais surtout les jeunes ont poussé pour que les enseignements s'adaptent et que progressivement, effectivement, on leur enseigne, on les forme à ces nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a dans cet observatoire, il y a une demande d'un soutien plus fort de l'État justement pour accélérer cette transformation de l'industrie ? Très clairement, puisqu'on voit que 53% des Français et 75% des ingénieurs considèrent que l'État peut faire davantage, dans son soutien à la compétitivité, dans son soutien à l'innovation. Et on a bien vu ces tout derniers temps les risques qui pouvaient peser sur le crédit impôt recherche, ça a été évoqué. Les Français et les ingénieurs disent non, au contraire, il faut aider les industries, puisqu'on a bien vu 90% des Français et des ingénieurs considèrent que l'industrie est au cœur de l'innovation et de la transformation environnementale. Il faut aider l'industrie. Il y a un certain nombre de défis que l'industrie française doit relever et sur lesquels les personnes interrogées dans cette étude, dans cet observatoire, se sont prononcées. Et ce qui revient en premier, donc je vais citer les 5 défis. Rester compétitif par rapport à la concurrence internationale, recruter, former des compétences, décarboner les processus de production, innover, développer la recherche et développement, et puis renforcer l'image globale, l'attractivité du secteur. Il y a plein d'éléments intéressants. Sur la compétitivité par rapport à la concurrence internationale qui arrive en premier dans la liste de ces défis. Comment est perçue la transformation environnementale et les investissements que ça suppose ? On sait que l'Europe est en train même s'il y a un petit coup de frein, mais bon, de se définir comme peut-être le continent le mieux disant en la matière. C'est perçu comme un atout de compétitivité ou comme un boulet au départ ? Alors, d'un point de vue environnemental, c'est un atout. Un clair atout. Bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. En revanche, quand nos produits sont face aux produits américains, et on sait bien l'aspirateur à investissement que constitue l'IRA américain, d'une part, et la façon dont les industries chinoises sont aidées par des solutions de dumping qui sont appliquées, il y a un vrai problème de compétitivité. Et les ingénieurs et les industries sont confrontés au quotidien à ces enjeux-là. C'est pour ça qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a un enjeu de compétitivité. C'est pour ça également qu'ils considèrent que les pouvoirs publics doivent aider davantage les industries. Oui, pouvoirs publics français et européens, évidemment. Oui, français. Non, mais ça se rejoint. Il y a deux des défis qui se rejoignent aussi, le fait de recruter et de former des compétences, et puis la question de l'image et de l'attractivité du secteur. Ça reste compliqué pour l'industrie de recruter ? Aujourd'hui,
on a bien vu au travers ce sondage que l'industrie est vue comme un élément déterminant dans l'économie française. C'est un des piliers de l'économie française. En revanche, quand on demande aux Français, seriez-vous prêts à promouvoir et à inviter un proche à rentrer dans l'industrie, il n'y a que 11% des répondants qui sont prêts à le faire. Donc il y a un problème d'image. Et ce problème d'image, il faut que collectivement, on arrive à le résoudre. C'est pour ça que nous, Gazar, on a décidé de mettre en place à l'instar de ce qui se fait pour les journées usines ouvertes, des journées du patrimoine, les journées usines ouvertes, de façon à permettre aux scolaires d'une part et au grand public d'autre part de découvrir les industries. Et la meilleure façon de se rassurer, de comprendre ce qu'est l'industrie, c'est bien de la voir, d'aller à sa rencontre. Et donc les 4 et 5 avril 2025, nous organisons des journées usines ouvertes sur l'ensemble du territoire national. Et ben voilà une très bonne idée. 4 et 5 avril 2025, les premières journées usines ouvertes. Merci beaucoup Stéphane Gors et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la méthanisation agricole. La méthanisation agricole au programme de notre débat. Et je vous présente mes invités. Olivier Daugé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes agriculteur et président de France Gaz Renouvelable. Grégoire Aumont, bonjour. Bonjour. Agriculteur également, gérant de l'unité de méthanisation Chemin du Roi. France Gaz Renouvelable, en quelques mots, c'est une association, je crois, qui regroupe évidemment des agriculteurs, mais pas que, c'est ça? Pas que. En fait, c'est une association de filières qui est composée de l'ensemble de la filière du gaz renouvelable, c'est-à-dire de l'agriculture qui dispose de 85% du gisement, des intrants qui peuvent aller dans un méthaniseur, jusqu'aux distributeurs, jusqu'au réseau, donc chez RDF, et entre les deux, la FNCCA, c'est à tous les réseaux des collectivités, mais aussi tout l'aval, tout le besoin technique qu'il y a autour d'un méthaniseur. L'objectif, c'est véritablement d'avoir une approche globale de la méthanisation, une nouvelle filière pour lui permettre de se développer et de trouver son rythme de croissance. À quel point elle est nouvelle, tiens, cette filière? Ça date de la montée en puissance, vous voyez ce que je veux dire? Les premiers méthaniseurs, c'était des méthaniseurs pour produire de l'électricité, ce qu'on appelle la cogénération avec le gaz, qui ont une 25 ans, je dirais, les premiers. La méthanisation pour l'injection dans les tuyaux, dans de vrais gaz renouvelables, ça date d'une douzaine d'années, douzaine d'années pour les premis injecteurs. C'est encore en maturation, c'est encore en maturation, c'est de la nouvelle technique, quoi. C'est assez mature au niveau technique, mais ça rentre dans le monde énergétique progressivement. Grégoire Aumont, pourquoi vous avez décidé de créer justement une unité de méthanisation? Moi, j'ai repris l'exploitation agricole familiale il y a une quinzaine d'années et c'est vrai que dans notre secteur, l'agriculture est plutôt en décroissance. Enfin, voilà, et pour gérer une entreprise, c'est compliqué. Il faut quand même trouver d'autres solutions. Et donc, on a eu la possibilité de faire un méthaniseur, donc avec mon oncle et puis un voisin agriculteur qui est proche de chez moi. Ouais. Alors, c'est quoi une unité de méthanisation? Ça représente quelle emprise au sol? Où est-ce que vous l'avez placée? Expliquez-nous un peu les choix que vous avez faits. L'unité, elle est au milieu de nos 3 exploitations. Ça représente une emprise au sol d'à peu près 3 hectares. Et donc, on a fait des grosses cuves de digestion dans lesquelles on met de la matière tous les jours. Donc, la matière, c'est des déchets organiques qui peuvent provenir de plusieurs endroits, mais en partie de nos fermes. C'est des déchets qu'on n'utilisait pas avant sur nos fermes. On met aussi du lisier et du fumier qu'on récupère chez des éleveurs qui sont à côté de chez nous. Et voilà. C'est des emplois créés? On a 4 salariés sur le site à plein temps et on est 3 associés où on s'en occupe quand même pas mal. Ouais, j'imagine que c'est du boulot, mais ça représente un complément de revenu important pour oui, ça représente un agriculteur. un complément de revenu assez important. Et la grosse force, c'est qu'on a un tarif d'achat qui est fixé pour 15 ans. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile à financer au niveau des banques. Et puis, c'est aussi relativement sûr comme oui, ça vous donne une visibilité qui est quand même très importante dans un métier comme le vôtre. Est-ce que, je vais vous poser une question qui est peut-être totalement idiote, mais est-ce que vous devenez plus méthaniseur qu'agriculteur? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle part ça prend dans votre activité? Ça dépend des périodes, parce que nous, en tant que céréaliers, on a des grosses périodes de travail et on a des périodes où on a beaucoup moins de travail. Et du coup, on est plus agriculteur, certaines parties, en été, et plus pour les semis, et par contre, en hiver, on est plus méthaniseur. La méthanisation, ça progresse à quelle vitesse? Méthanisation agricole, celle dont on parle, ça progresse à quelle vitesse? Rapidement, c'est la seule énergie renouvelable qui a dépassé ses objectifs dans les objectifs du gouvernement. On arrive aujourd'hui à
10-12 TWh, ce qu'on dit, c'est qu'il est l'équivalent de deux pas centrales nucléaires, mais de 2 tranches nucléaires, donc c'est pas ridicule. Et l'objectif, c'est d'arriver à 20% de la consommation du gaz d'ici 2030-2035. On consommera moins de gaz demain, parce qu'on va consommer plus d'électricité, mais on aura toujours besoin du gaz pour un certain nombre d'usages. Et on pourrait, si on a la conviction et l'envie politique d'y arriver, d'être autonome en production de gaz en France à l'horizon 2050, c'est-à-dire en termes de souveraineté énergétique, mais aussi, et c'est vraiment une énergie issue de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on utilise, c'est ce qui a été dit, des choses qui n'étaient pas utilisées, soit des effluents, soit des résidus de culture, soit des couverts de culture, on les transforme. On a du gaz, mais on a aussi un élément très important pour l'exploitation agricole, ce qu'on appelle le digestat, qui est un engrais organique. Comme on va devoir sortir des engrais minéraux, ça permet aussi... Moi, je dis souvent que c'est en fait une usine à engrais qui produit du gaz. Parce que les deux sont importants pour l'avenir. On aura besoin d'engrais organiques, on aura besoin de gaz, et on peut le faire en économie circulaire. Avec un double enjeu de souveraineté. C'est-à-dire avec un double dépendant d'énergie fossile. Et sur les engrais organiques, c'est vrai aussi. Souveraineté alimentaire, et même pour l'environnement, parce qu'on sait que les engrais organiques sont moins impactants au niveau environnemental. C'est un secteur qui est subventionné, c'est-à-dire quand vous dites la volonté politique de créer les conditions de la croissance de la filière, c'est subventionné, pas suffisamment. De toute façon, tous les secteurs des énergies renouvelables sont subventionnés, même le nucléaire qui n'est pas une énergie renouvelable. C'est évident. La difficulté dans cette décision de sortir du fossile, c'est que les énergies fossiles aujourd'hui sont moins chères que les énergies renouvelables. Maintenant, il faut en sortir pour les raisons que l'on connaît. Donc il y a tout un travail à faire d'accompagnement, de créer les filières, de massifier pour essayer de faire baisser les tarifs, et aussi de sobriété. On parle souvent de sobriété, c'est aussi parce que, pour pas que la facture soit plus importante à terme pour les utilisateurs, d'être plus efficient dans l'utilisation, plus sobre et ainsi de suite, parce que de toute façon, du gaz vert, ça coûte aujourd'hui 4-5 fois plus cher que le gaz naturel sur les marchés. Donc il faut être clair qu'il faut arriver à le baisser sans doute un peu, mais il faut aussi arriver à moins en utiliser, même si on en a besoin. On a vu au départ de ces projets de méthanisation, peut-être parce que des agriculteurs étaient insuffisamment préparés, ou mal conseillés d'ailleurs, des riverains qui étaient en colère. Moi, j'en vois moins maintenant, peut-être que ça passe sous les radars médiatiques. Est-ce qu'il y a eu cette question d'acceptabilité qui s'est posée pour votre projet ? Bien sûr, il y a la question de l'acceptabilité qui est très importante et qui est presque, je dirais, de plus en plus compliquée, puisque les associations en face se sont aussi regroupées. Et effectivement, il faut maîtriser tous les problèmes que ça peut créer, aussi bien de circulation que d'odeur. On sait qu'au-delà de 200-300 mètres, l'odeur, c'est plus vraiment un problème. Donc il faut bien choisir sa localisation. Exactement, il faut faire des projets qui sont bien construits avec pas mal de réflexion, et on arrive à minimiser vraiment tous les problèmes qui existent, mais il y a toujours des solutions pour les minimiser. Ouais. Il y a un problème de transport aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément pas mal de circulation de camions. Effectivement, il y a des camions et il y a des tracteurs qui circulent. Et ça, les voiries, il faut adapter les voiries, il faut adapter les circuits, il faut penser son méthaniseur au bon endroit. Et puis pour minimiser vraiment ces problèmes-là. Et ça retombe sur la question de filière dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une chose de dire on va devenir autonome en gaz renouvelable, mais il faut aussi que les infrastructures suivent. Alors, il faut que les infrastructures suivent. Elles le sont. On a un réseau de gaziers, de tuyaux, qui est très important en France. On a un réseau de stockage, un tiers de la consommation. Ça part directement dans le réseau gazier. Ils sont branchés dans le réseau, soit GRDF, soit GRT-Gaz, mais directement branchés. Et le réseau actuel permet l'intégration du gaz vert. C'est le même, donc il n'y a pas de souci. Et on a cette chance d'avoir ce réseau, de pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de la France, mais il faut installer les méthaniseurs proches de ces réseaux. Personnellement, je n'ai pas de méthaniseur parce que je suis loin des réseaux. C'est pas de chance, mais voilà, c'est la vie. Donc voilà, c'est important ce lien avec le réseau, et c'est important le lien avec le territoire. Il faut bien comprendre que ces énergies renouvelables, elles vont être produites dans le territoire. On n'avait pas l'habitude de voir l'énergie produite sur le territoire, elle nous arrivait. Et c'est important cette corrélation entre le gisement, ce qu'on peut méthaniser, les méthaniseurs et ce que l'on peut injecter dans les territoires. Sur la question de l'acceptabilité, est-ce qu'on a au départ, peut-être, vous me direz c'est moins aujourd'hui, mais sous-estimé justement les impacts, je mets des guillemets, négatifs d'un méthaniseur ?
Je pense pas. On a un peu trop focalisé, je pense, sur la production de l'énergie en tant que telle, du gaz. Oui. Et sans voir tout ce qu'on appelle, nous, les externalités positives. Aussi bien pour l'exploitation, de valoriser, d'avoir de l'engrais, de l'emploi sur les territoires, de la maîtrise de son énergie, de la gestion de l'eau, parce qu'un effluent, par exemple, animal qui passe par un méthaniseur est plus facilement épandable, je dirais. Il est plus maîtrisable en termes donc moins de risques pour l'eau, moins de risques pour l'air. On récupère évidemment le CH4. Aujourd'hui, on peut même récupérer le CO2 avec des projets justement de CO2 biogénique. Ouais. Ça veut dire que voilà, c'est un ensemble, c'est quelque chose d'assez transversal. Si on s'arrête juste, on va produire du gaz, on va faire des usines un petit peu partout dans les villages et compagnie. Les gens peuvent se dire, mais du gaz, en plus du gaz, ça a une image dangereuse, évidemment. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut voir tout l'intérêt de l'économie circulaire dans un projet de méthanisation. Les digestats, vous les utilisez directement sur vos exploitations ou alors vous en produisez suffisamment pour même le proposer à d'autres? Non, les digestats, nous, on les utilise uniquement sur notre exploitation et ça nous permet de vraiment baisser notre coût d'achat de fertilisants sur notre exploitation agricole. Ouais. Vous avez aussi rajouté, je crois, des panneaux photovoltaïques sur le méthaniseur. Ça veut dire quoi? Vous êtes quasi autonome Non, on n'est pas autonome, sachant qu'en fait, un méthaniseur, ça marche 24 heures sur 24 et la nuit, effectivement, on ne produit pas énormément. Ça, on produit à peu près 20% de l'électricité qu'on consomme avec les panneaux qu'on a installés sur une zone qui était pas utilisée sur notre unité de méthanisation. Ouais. Le retour sur investissement, vous disiez, on a de la visibilité, on a des prix garantis sur 15 ans. Vous l'avez évalué comment? On est entre 7 et 8 ans sur le retour sur investissement. Je sens que là, c'est un investissement conséquent. C'est aussi pour ça qu'on s'associe à plusieurs agriculteurs. Et on a ce prix qui nous est garanti, on a un prix fixe. Donc l'avantage aussi, c'est que pour les acheteurs, ils ont un prix fixe. Dans 15 ans, on sait à quel prix on vendra notre gaz. On n'a pas comme les fluctuations qu'on a pu connaître il y a 2 ans, avec une flambée des prix. Non, nous, notre prix du gaz reste fixe. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même vous poser une question liée à l'actualité, ce maelstrom politique, report du budget. Vous êtes l'un et l'autre agriculteurs. Ça vous inquiète? Vous êtes en train de faire vos comptes en vous disant ce qu'on nous a promis n'arrive pas? C'est évident que c'est inquiétant. Et juste, d'avoir des tarifs sur 15 ans, 20 ans, l'agriculture, elle ne connaît pas. Ouais. C'est justement pour ça aussi que des agriculteurs sont dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a un problème de prix, il y a un problème de revenus, il y a un problème de décorrélation complète entre le prix de revient et les marchés qui sont des marchés libres, où on est soumis à la concurrence européenne et internationale avec des normes qui ne sont pas les mêmes, donc en distorsion de concurrence. Donc oui, ça nous inquiète fortement parce que ça fait 1 an que le problème existe. Il y a eu des choses sur la table, les différents ministres, gouvernements ont essayé de travailler, mais ils n'ont pas eu le temps. Ça va tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire valider, soit par le Parlement, soit dans les textes. Donc oui, c'est une grosse inquiétude parce qu'on revient au point zéro. Et la distorsion reste toujours là, un certain nombre de filières. L'énergie qui arrive dans les exploitations agricoles, qui a toujours été, l'agriculture a toujours produit l'énergie, peut être une des briques qui permet, et là c'est l'exemple, de solidifier, de donner une durabilité à l'exploitation, mais le prix du produit alimentaire est essentiel et la compétitivité est essentielle. Donc il y a urgence, il y a véritablement urgence. Il y a urgence. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, on est en duplex avec Marie Mesnier, la fondatrice de Môme des Bois. Bonjour, entreprise que vous avez créée en 2020. Racontez-moi, c'était quoi le déclic, l'idée de départ? Bonjour, alors oui, le déclic de Môme des Bois, en fait, ça s'est défini, c'est arrivé pendant le confinement, puisque pendant le confinement de 2020, beaucoup de familles étaient enfermées à l'intérieur de leurs appartements ou maisons, maisons un peu moins, puisque nous, justement, nous avions la chance de vivre dans une maison, et avec ma petite fille de 2 ans et demi, je me suis rendu compte que ça nous permettait d'avoir accès à un véritable... on a pris le temps d'un véritable retour à la nature. Et en fait, j'ai voulu, par Môme des Bois, apporter un petit peu de nature à l'intérieur des maisons ou des appartements des personnes qui n'avaient pas la chance, comme nous, d'avoir cet extérieur et d'en profiter tous les jours. Avec des jouets, c'est de ça dont on parle. Quel jeu vous proposez ? Alors oui, ce sont plutôt des jeux et accessoires, puisque je n'ai pas tant de jouets à proprement parler que ça. Finalement, ce sont beaucoup de jeux éducatifs ou d'accessoires qui vont permettre
de jouer librement, des jeux d'imitation, mais qui sont des vrais accessoires, des vrais outils, et non pas seulement des jeux en plastique avec lesquels on fait semblant d'eux. Là, c'est vraiment une invitation pour l'enfant et pour les parents, parce que souvent, il faut que le parent accompagne l'enfant, hein, bien sûr, dans ces démarches-là. C'est vraiment une invitation à apprendre en faisant, en touchant. Et alors, c'est quoi votre best-of de Noël? Je ne sais pas s'il y en a un, mais le jeu qui est le plus demandé? Alors les outils, c'est vrai que ça plaît énormément, autant aux grands-parents qui cherchent des idées cadeaux pour leurs petits-enfants et qui sont souvent ceux qui prennent le temps de bricoler justement avec les petits-enfants. Et là, on est vraiment sur des outils version enfant, à taille d'enfant, mais qui sont des vrais outils de belle qualité. Ensuite, les pulls, ça c'est vrai, l'hiver, de toute façon, les pulls, ça reste un best-seller, que ce soit à Noël ou pendant tout l'hiver. Et puis, les kits de création en laine cardée aussi, des petits kits de création pour faire des animaux en laine feutrée. Quoi d'autre qui sont des best-sellers? Il y en a beaucoup en fait, Ouais. tous les accessoires de découverte de la nature, aussi d'observation pour Avec apprendre à reconnaître les animaux. pardon de vous interrompre, avec forcément un choix des matériaux. C'est-à-dire, vous avez quoi, banni le plastique de votre proposition? Alors quasiment banni, pas tout à fait, parce que malheureusement, il y a quand même, ou malheureusement, voilà, il reste un petit peu de plastique de toute façon dans certains accessoires, mais effectivement, il y a très très peu de plastique, donc beaucoup de bois, beaucoup de métal, beaucoup de carton, papier, enfin des matériaux qui vont pouvoir être recyclés ou en tout cas qui vont durer longtemps dans le temps. Est-ce que c'est si facile justement de trouver des jouets, des jeux dans ces matériaux? Les filières existent? Alors oui, tout à fait, les filières existent. La plus grosse difficulté, on va dire, c'est d'arriver à combiner le Made in France ou le Made in Europe même, avec cette envie, cette démarche-là. Donc voilà, parfois je déborde un petit peu en dehors de l'Europe parce que je craque sur des accessoires qui vont permettre, voilà, vraiment tout ce que je viens de vous expliquer et qui rentrent dans cette démarche de matériaux naturels et durables et qui ne sont pas fabriqués en Europe. Donc c'est vraiment la combinaison des deux, je dirais, qui est la plus difficile à trouver. Mais sinon, il existe énormément de belles marques et de beaux accessoires qui existent aujourd'hui. Si je dis des enfants connectés aux écrans, déconnectés de la nature, c'est à la fois un cliché, c'est une réalité? Alors je saurais pas trop vous dire en fait. Moi, j'habite toujours à la campagne, donc je pense que dans les grandes villes, c'est une réalité parce qu'effectivement, c'est plus difficile pour les parents de sortir facilement avec leurs enfants et donc forcément, les écrans, ça reste quand même quelque chose de facile, on va dire, pour occuper l'enfant. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a des études, hein. Enfin, après, voilà, il y a effectivement des études qui le disent, donc je pense que c'est une réalité. Et malheureusement, la déconnexion avec la nature existe aussi, voilà, que ce soit à l'école ou en famille. Effectivement, je pense on est quand même dans cette réalité-là. Merci beaucoup Marie Besnier et bon vent à Môme des Bois. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.